En automne 1915, les responsables britanniques ont compris qu'il n'était pas possible de continuer l'affaire sans avoir discuté préalablement avec les Français. Donc, ils offrent aux Français l'ouverture d'une négociation. Tout de suite, les Français désignent François-Georges Picot, l'ancien consul général de France à Beyrouth. Picot prend acte de la nécessaire disparition de l'Empire ottoman et de la constitution d'une souveraineté arabe en faveur du shérif de la Mecque. Alors, le premier jour, il y a Picot tout seul face à une délégation britannique, et les Britanniques comprennent tout de suite que ça n'a pas de sens, parce que le Français tout seul, il est mieux équipé qu'une vingtaine de Britanniques qui vont aller dans tous les sens. Et donc, il désigne comme négociateur unique à la mode française Sir Mark Sykes. Donc, la négociation va être une négociation directe entre les deux hommes, Sykes et Picot, qui vont entrer comme ça dans l'histoire, un peu contre leur volonté, et qui vont d'ailleurs très bien s'entendre tout en défendant d'arrache-pied les intérêts de leur pays, mais ils informent constamment leurs autorités de tutelle. Ils décident pas, ils négocient, puis ils renvoient au Foreign Office ou au Quai d'Orsay le résultat des discussions et ils continuent. Enfin, ils jouent pas tout seuls, Sykes et Picot. D'autant plus que Sykes est toujours contrôlé à distance par Kitchener. Donc, on s'entend assez vite sur l'essentiel, sauf sur la Palestine. Parce que les Anglais ne veulent absolument pas entendre parler d'une présence militaire française en Palestine. C'est trop près du canal de Suez. Mais les Britanniques, en plus, veulent Haïfa pour faire passer leur chemin de fer. Donc, on arrive finalement à un accord de ce point de vue. On internationalisera la Palestine, mais on laissera Haïfa comme port britannique. Ensuite, on discute zone d'influence et on se met d'accord sur le principe qu'il y aura des zones d'administration directe, c'est-à-dire gérées directement par les Français et les Anglais, et des zones d'administration indirectes, c'est-à-dire des États arabes soumis à des conseillers français ou britanniques. En fait, pour bien comprendre, les Britanniques raisonnent comme s'ils rétrocédaient aux Français une partie du monopole des conseillers que Hussein leur a accordé dans la correspondance Hussein-McMahon. Ce qui va devenir, on va le voir, les accords Sykes-Picot, n'est pas compréhensible si on n'a pas sous les yeux la correspondance Hussein-McMahon. L'essentiel est fait au début de janvier 1916. Il reste ensuite une série d'aménagements effectués à la demande des différentes administrations. Ensuite, Sykes et Picot se rendent en Russie en mars 1916. Les Russes trouvent que les Français, quand même, sont allés un peu trop au nord. Et donc, les Français sont d'accord et recèdent une partie de la Grande Arménie aux Russes. Donc, en fait, dans le principe du partage, ce qu'on appelle la Petite Arménie, c'est-à-dire la Cilicie, passera aux Français, tandis que ce qu'on appelle la Grande Arménie passera aux Russes. Clairement, ni les Français, ni les Anglais, ni les Russes ne veulent d'un État arménien. Sykes commence à s'intéresser un peu au sionisme, et il a une idée géniale de faire donner la Palestine à un prince arabe sous condominium franco-britannique avec une compagnie à charte assurant la colonisation juive, mais ça n'attire aucun enthousiasme aussi bien du côté français que du côté britannique. Le 24 avril 1916, les Russes donnent leur accord au projet, d'autant plus que les Russes viennent de prendre Erzurum en reprenant l'offensive en Anatolie.
Et en fait, jusqu'à juillet 1916, les Russes de nouveau vont progresser en Anatolie. Mais c'est un front secondaire, parce que par manque de ressources, les Russes ne peuvent pas aller plus loin. Donc finalement, une fois que les textes, on s'est mis d'accord, on renvoie ça au patron, c'est-à-dire que Paul Cambon adresse une lettre le 9 mai 1916 à Edward Grey, avec une carte évidemment. Grey lui répond par une lettre identique. C'est donc un échange de correspondance entre Paul Cambon et Edward Grey. C'est ce qu'on va appeler dans l'histoire l'accord Sykes-Picot. D'ailleurs, dans les archives, dans les premières années, on parle de l'accord Cambon-Grey, ou de l'échange de correspondance Cambon-Grey, où on parle tout simplement de l'accord franco-anglo-russe de mai 1917. Ce sera plus tard qu'on va appeler ça accord Sykes-Picot, parce que ce sera une volonté britannique de dégrader le niveau de l'accord en le ramenant aux négociateurs. Perfide Albion, comme vous pouvez le savoir. Puisque le 23 mai, des accords complémentaires sont signés avec la Russie. Donc, Hussein-McMahon et Sykes-Picot se comprennent dans le contexte de Dardanelles, qui a laissé dans un premier temps croire à un effondrement de l'Empire ottoman, et puis dans ce second temps, dans une position, mis les Britanniques et les Français dans une position défensive. Mais maintenant, les Anglais sont prêts à reprendre les opérations. Certes, en Mésopotamie, c'est la capitulation de Kout le 29 avril 1916, soit 13 309 hommes, dont 2864 Britanniques, 7 192 Indiens et 3 248 non-combattants. La plus grande partie des hommes qui sont rendus à Kout mourront de privation dans les camps turcs, mais rassurez-vous, le général anglais sera très bien traité par les autorités ottomanes et il deviendra d'ailleurs un amoureux de la Turquie. Dans le Sinaï, par contre, les Britanniques ont commencé la traversée de la péninsule. Alors, ce n'est pas du tout la guerre moderne, ce n'est pas la guerre éclair. Ils longent le littoral méditerranéen et repoussent deux contre-offensives successives ottomanes en avril et août 1916. En fait, c'est une guerre de logistique. Les Britanniques construisent une voie ferrée et un conduit d'eau face à un ennemi qui ne dispose que d'animaux de bas. Donc, en à peu près un an, ils ont traversé le Sinaï et ils arrivent devant Rafah, donc à la sortie du Sinaï, dans l'actuelle bande de Gaza, le 9 janvier 1917. Mais là-dedans, il faut aussi intégrer la révolte arabe. Jamal Pacha avait terrorisé les Syriens et donc eux ne bougent plus. Donc le seul point de départ possible pour la révolte, c'est le Hedjaz. Et Sharif Hussein avait toujours refusé de proclamer le djihad contre les Français et les Britanniques, et les Ottomans étaient devenus de plus en plus insistants. Et finalement, Faisal, qui ne se sent pas très bien à Damas, s'enfuit clandestinement de Damas pour aller à Médine, et puis le 5 juin 1916, la famille hachémite fuit Médine et entre en dissidence. C'est le début de la révolte arabe. Alors, 5 juin 1916, c'est une curiosité de l'histoire, c'est le jour où Lord Kitchener, sur son navire, le navire qui transporte Kitchener vers la Russie, est torpillé par un sous-marin allemand et Kitchener, qui a été donc le grand ingénieur, meurt noyé le 5 juin 1916. Hussein précipite donc l'action et la révolte est lancée officiellement le 10 juin 1916. Français et Britanniques s'accordent sur l'importance de l'événement
car il considère qu'avec ça, c'est la fin du djihad Miden Germany. En quelques jours, l'essentiel du Hejaz passe sous le contrôle des révoltés, mais Médine et tout le chemin de fer restent sous le contrôle des Ottomans. La révolte mal armée et mal commandée, ensuite enregistre un certain nombre de revers, au point qu'on a peur de voir une reconquête ottomane. Français et Britanniques sont bien embêtés. Ils envisagent d'envoyer des contingents au Hejaz pour secourir les Hachémites, mais en même temps, ils ne veulent pas le faire parce que c'est une terre sainte pour les musulmans et donc on ne peut pas envoyer des troupes chrétiennes en grand nombre. Bon, les Français envoient un petit paquet de soldats musulmans algériens, donc là ça va, c'est halal. Sinon, on ne peut pas faire grand-chose. On fournit aussi des conseillers militaires, il y a une mission militaire française avec le colonel Brémond, puis on en fournit de l'artillerie, et finalement la situation se stabilise. Surtout, une aide financière importante est fournie aux révoltés. Alors, les fils du shérif prennent les commandements des différentes armées, entre guillemets, de la révolte arabe. Abdallah a donc le front de Médine, plus les négociations avec les Britanniques, tandis que Faisal a l'armée dite du Nord, chargé aussi de discuter avec les mouvements autonomistes arabes de Syrie. Dès septembre 1916, les Français ont envoyé un émissaire, Sikadour Ben Gabrit, qui est un Algérien au service de la diplomatie française depuis un certain nombre d'années. C'est lui, entre autres, qui a négocié le protectorat sur le Maroc en 1912. Et il est envoyé en pèlerinage à la Mecque avec un certain nombre de musulmans maghrébins. Ceci pour montrer que la France est du côté de l'islam dans la guerre. Et la France républicaine va commencer donc à partir de 1916 d'organiser un pèlerinage annuel à la Mecque qui durera, allez savoir pourquoi, jusqu'en 1962. Et donc de même, l'État français qui ne peut pas envoyer beaucoup de soldats au Hejaz envoie des opérateurs Gaumont pour filmer la révolte arabe afin de diffuser dans les cinémas, non pas de métropole, mais d'Afrique du Nord, les images de la guerre qui montrent que la France est du côté de l'islam, ceci à destination des populations d'Afrique du Nord, ce qui fait que les bandes essentielles cinématographiques que nous possédons sur la révolte arabe viennent des opérateurs Gaumont. Le 2 novembre 1916, le shérif Hussein se proclame roi des pays arabes, ce que les Français et les Anglais apprécient peu, et il s'ensuit une négociation qui fait que finalement, le 3 janvier 1917, les Français et les Britanniques lui reconnaissent le titre de roi du Hejaz. Alors ceci est une date importante dans l'histoire politique du monde arabe parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de roi en islam. Et il y avait des sultans, des émirs, des califes, mais il n'y avait pas de roi. Et Hussein est le premier à prendre le titre de roi, c'est-à-dire de prendre un titre sur le modèle européen. Et ensuite, tous les autres vont suivre et en quelques années, on va voir une flopée de rois arabes apparaître. Ça continuera jusqu'aujourd'hui, puisque récemment, il y a eu un roi du Bahreïn. En Irak, les Anglais ont repris l'offensive sous la direction de Sir Stanley Maude, avec une très bonne logistique, et puis il attaque lui en hiver, c'est qu'il vaut mieux. Et donc il reprend Kout le 22 février 1917, marche sur Bagdad et entre à Bagdad le 11 mars 1917, et il fait une très belle proclamation qui a été rédigée par Sykes,
dans lequel l'anglais reconnaît que l'Angleterre soutient les intérêts des pays. C'est-à-dire que de plus en plus, la rhétorique britannique est de se présenter en libérateur des Arabes de la domination ottomane. Et à chaque fois, c'est toujours ça ce qu'il rédige. Hein. Faut pas dire, il est très prolixe. Et les Anglo-Indiens disent, bon, d'accord, on va les libérer, mais on va gouverner tout ça comme on gouvernait l'Égypte. Hein. Tandis que ça, ce que dit, il faut être plus dissimulé pour gouverner les Arabes, et surtout, ça coûtera moins cher. Mais tout ça va être capté par un personnage absolument essentiel, dont vous avez déjà entendu parler, et qui va entrer dans la grande histoire, celle du XXe siècle. C'est dans ce contexte que commence la geste de Thomas Edward Lawrence, 1888-1935, donc il n'a pas 30 ans. Un des grands mythes du XXe siècle. Le jeune archéologue, improvisé officier de renseignement, a fait de la révolte arabe son aventure personnelle. Son immense culture lui a fait lire les grands stratèges militaires. Très tôt au Caire, il s'est montré un maître de l'intrigue bureaucratique dans un système britannique complètement dysfonctionnel, rempli de rivalités entre services. Il a fait un premier voyage au Hedjaz en octobre 1916 et son but est de défaire la Corse à Ispico, d'où le choix qu'il fait dès son premier voyage de tout miser sur le chef de l'armée du Nord, l'émir Faisal, qui deviendrait pour lui le leader de la révolte. En décembre 1916, il revient au Hedjaz et cette fois, il prend le costume arabe à partir de décembre 1916. Et il rédige avec Faisal tout un quasi-manuel de la guérilla, qui fait qu'ensuite, quand ces textes de T. Lawrence sur la guérilla seront publiés dans l'entre-deux-guerres, on considérera que T. Lawrence est l'un des grands penseurs de la guérilla, au même titre que Mao Tse-tung, et donc l'influence de T. Lawrence sur l'art de la guerre est tout à fait considérable, puisque c'est le premier au XXe siècle à avoir théorisé l'usage de la guérilla. C'est un archéologue, mais il a lu Foch, par exemple. Hein. Il connaît très bien les penseurs militaires de son temps. Très progressivement, il se fait reconnaître comme officier de liaison, faisant croire aux Britanniques que c'est une demande des Arabes et aux Arabes que c'est une demande des Britanniques. Donc constamment, il va jouer sur les deux tableaux. C'est quelqu'un qui a un courage physique et une endurance absolument extraordinaire. Et quoi qu'on puisse dire des personnages, tous les témoignages de l'époque concordent pour montrer que dès ce moment-là, dès 1917, il fait une très très forte impression sur toutes les personnes qu'il rencontre. Les Français sont très impressionnés par le personnage. Son expérience personnelle est de passer de l'identité de soi à celle de l'autre. C'est ça, donc, le grand mythe britannique, comment devenir l'autre. Et c'est ce qui va articuler tout son drame personnel. Et l'autre dimension de son œuvre, si vous lisez T. Lawrence, et c'est un des grands écrivains du XXe siècle, c'est la souffrance infligée au corps. Et cette double expérience de comment devenir l'autre et du corps souffrant va donner, mais plus tard, évidemment, l'importance que Lawrence aura dans l'œuvre et la pensée du XXe siècle. Mais il n'en reste pas moins un serviteur, peut-être un peu indocile, de l'Empire britannique. Ainsi, il suit absolument, il est tout à fait d'accord aux instructions qui est que la révolte arabe, si elle veut aller en Syrie, ne doit pas entrer en Palestine, chasse gardée. Et les Palestiniens ne doivent pas participer à la révolte arabe.
Alors, la curiosité de l'affaire, c'est que l'indépendance arabe doit être assurée par les Arabes de l'intérieur, ceux du désert, c'est-à-dire les moins familiers à la modernité européenne, et non par les élites des régions littorales, déjà éduquées dans un système moderne d'enseignement. Les effendis égyptiens et les levantins sont considérés comme trop étrangers à leur propre culture pour pouvoir la représenter politiquement et, sous-entendu, suivre les conseils des Britanniques. Matériellement, il est impossible de déclencher une révolte dans la Syrie. La répression menée par Jabal Pacha s'est ensuite suivie par une terrible disette qui, dans un certain nombre de régions syriennes, bascule dans la famine, faisant des dizaines de milliers de victimes ou plus. Alors, c'est une affaire terrible, en particulier dans le Mont-Liban, mais ce n'est pas la seule région touchée par la famine. Alors, la discussion portera, est-ce que la famine a purement été provoquée par les sauterelles, le manque de ressources agricoles, l'interruption des voies de communication, puisqu'il y a le blocus allié, ou est-ce qu'il y a eu une volonté, en plus des autorités ottomanes, de frapper particulièrement certaines régions? La discussion reste ouverte. Les horreurs de la guerre se retrouvent dans l'Empire russe. Jusque-là, les peuples dits indigènes ou allogènes avaient été dispensés de la conscription. Le manque d'hommes du fait des enrôlés dans l'armée et au service de l'industrie va conduire le gouvernement tsariste à appeler le 25 juin 1916 390 000 halogènes, ce ne sont pas des lampes, à servir dans la logistique de l'armée russe. Quand l'annonce est faite au début du mois de juillet, cela provoque une grande confusion dans le Turkestan russe, qui se transforme rapidement en révolte, et les Russes mettent la région sous loi martiale, et donc va se succéder une guerre de guérilla entre les bandes d'insurgés musulmans et les autorités russes. Le bilan serait de 3 000 colons et soldats russes tués pour 88 000 indigènes, tandis que le 5e de la population du Turkestan fuit vers le Turkestan chinois, la Perse et l'Afghanistan. Donc, les drames se situent aussi sur l'échelon régional. Et donc, aujourd'hui, la révolte de 1916 dans le Turkestan est considérée comme le premier acte de la guerre civile russe, qui irait ainsi de 1916 à 1926. En effet, l'année 1917 va amener toute une série de bouleversements. Bon, les Italiens ont demandé plus de précision sur leur part du gâteau et ils adhèrent lors des discussions dites de Saint-Jean-de-Maurienne, et le 8 août 1917, à l'accord franco-anglo-russe. Donc, ce qu'on appelle l'accord Sykes-Picot est un accord quadrigouvernemental entre la Grande-Bretagne, la France, la Russie et l'Italie. Au début de 1917, le corps expéditionnaire anglais a terminé sa longue traversée du Sinaï, et en phase 2 à Gaza se trouve l'armée ottomane. Et encore une fois, les Ottomans sont insupportables, en position défensive. Ils ne flanchent pas. Donc c'est la première puis seconde bataille de Gaza, 26 mars, 19 avril 1917. 2 fois de suite, l'armée britannique est repoussée, en dépit du fait que pour la première fois, elle a utilisé des tanks. Donc, il me semble qu'à la seconde, en avril 17, ils ont utilisé 3 tanks à Gaza, avant même qu'ils les aient utilisés à Cambrai, sur le front de l'Ouest. Mais c'est à vérifier. Ces défaites relancent l'épreuve de force entre un premier ministre britannique, Lord George, qui croit que la guerre pourrait être remportée en jouant sur les fronts périphériques,
et les généraux qui pensent que les fronts secondaires ne sont qu'un gaspillage de ressources et que l'essentiel doit être consacré au front de l'Ouest. Lloyd George sait très bien que la Grande Guerre ne peut pas être gagnée en Orient, mais il considère qu'il doit assurer les intérêts impériaux de la Grande-Bretagne et compte laisser aux Français et aux Russes la charge principale de se battre avec les Allemands. La distinction entre occidentalistes et orientalistes, donc westerners, easterners, correspond plus à une différence d'approche temporelle. Les premiers sont dans le court terme de la guerre du front de France et craignent une trop faible implication sur le terrain, avec le risque d'une défaite irrattrapable, tandis que les seconds veulent que la Grande-Bretagne soit en position de force à la fin de la guerre pour le règlement final. Le 2 avril 1917, Picot a été nommé haut-commissaire de France dans les territoires occupés de Syrie et de Palestine. Sa lettre d'instruction, qu'il a toujours rédigée, marque la nécessité d'une égalité de traitement entre Français et Britanniques dans leur rapport avec les populations, à qui on doit assurer qu'on va les libérer de la domination turque. Quant à Sykes, après la mort de Kitchener, il a été nommé conseiller politique, political assistant, au cabinet de guerre britannique, donc c'est un poste de pouvoir important. Sykes se trouve dans le cercle des 10 décideurs essentiels britanniques. Il y a 5 ministres dans le cabinet de guerre et 3 ou 4 secrétaires, dont Sykes. Donc c'est un poste absolument essentiel. Et en avril 17, il reçoit une mission équivalente à celle de Picot au Proche-Orient. Et Cyril Hussein essaye toujours de comprendre le contenu de la correspondance et on va réussir encore à compliquer le texte. C'est toujours comme ça qu'on fait une clarification. Picot dit que la statue de la France en Syrie est égale au statut de la Grande-Bretagne en Irak. Mais Hussein croit que les Anglais vont être que de façon temporaire en Irak, tandis que Picot pense que les Anglais vont rester en Irak. Alors, pour encore compliquer un peu plus, le shérif demande la totalité de la Syrie et Picot lui parle de la libération des Arabes. Alors, Hussein essaie de comprendre ce fameux purement non-arabe, enfin, non purement arabe de la fois précédente, et il dit « mais je veux la Syrie musulmane ». Et Picot dit « c'est d'accord, mais à Paris, on ne sait pas ce que ça veut dire la Syrie musulmane ». On introduit encore un degré supplémentaire de confusion dans les textes. Lloyd George, lui, en a assez de tout ça et décide d'envoyer sur le terrain un général dynamique qui va tout remettre en ordre, Edmund Allenby, 1861-1936. La formule est célèbre. Il veut Jérusalem comme cadeau de Noël pour le peuple britannique. Là encore, Lloyd George sait parfaitement que l'avantage militaire d'une avancée jusqu'à Jérusalem est totalement secondaire. Mais c'est un démagogue, enfin c'est quelqu'un qui a le sens des foules, Lloyd George. Il sait que dans une Angleterre post-victorienne où toute la population est passée par l'école du dimanche, Jérusalem, ça veut dire infiniment plus de choses que des lieux comme Passchendaele, où les troupes britanniques se font massacrer par milliers dans les Flandres. Passchendaele, ça ne veut rien dire au peuple britannique. Mais Jérusalem, ça veut dire beaucoup. Et donc Jérusalem pour Noël. C'est l'impact psychologique que recherche Lloyd George. Allenby prend ses fonctions fin juin 1917 et se montre immédiatement comme un général dynamique, sachant relever le moral abattu de ses troupes. Il prépare sa future offensive et au moment où il prend son commandement, il y a la bonne nouvelle qui lui arrive. Taylor, sans prévenir, s'est emparé avec les troupes de la révolte arabe d'Aqaba. Donc,
Ils sont maintenant en Transjordanie. Et du coup, l'armée anglaise qui va pénétrer en Palestine aura sur son aile droite la révolte arabe en Transjordanie. Et immédiatement, donc, Allenby convoque Taylor Hance et ça va être un grand numéro entre les deux. Donc la prise d'Aqaba est le 6 juillet. Dès lors, la révolte arabe, c'est le soutien externe de l'armée britannique de Palestine. Alors, ce sont des Bédouins du Hejaz, plus un certain nombre de tribus jordaniennes, mais pas toutes. Mais déjà commencent à arriver aussi des officiers de l'armée ottomane, en particulier des Irakiens. Et ce cadre des officiers irakiens qui rejoint la révolte arabe, c'est toute la classe politique irakienne jusqu'à 1958. Taha Hashemi, Yassin al-Hashemi, Nouri Saïd Pacha, etc. En un sens, à Aqaba, enfin, l'arrivée des officiers, c'est presque toute la classe politique arabe de l'entre-deux-guerres qui est en train de se former. Mais on est au premier mois de 1917. Mars 1917, évidemment, c'est la révolution de février, puisque vous savez qu'il y a des décalages de calendrier. Le gouvernement provisoire russe, composé de libéraux, reste attaché au but de guerre de l'ancien régime, en particulier Constantinople. Mais les soviets, les conseils, veulent une paix immédiate, sans annexion ni contribution. Et dans les mois qui suivent, le gouvernement provisoire s'affaiblit de plus en plus, tandis que le pacifisme triomphe. Début avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne qui a lancé la guerre sous-marine à outrance. Donc c'est un grand bouleversement mondial. Le nouveau belligérant ne se considère pas comme un allié, mais comme un associé à la France et à la Grande-Bretagne. Et les États-Unis ne se considèrent pas comme liés par les engagements pris par les alliés. Le président Wilson est alors connu comme un libéral qui a plaidé depuis 1914 pour une paix sans vainqueur, et ce n'est que le 7 décembre 1917 que les États-Unis déclareront la guerre à l'Autriche-Hongrie, et ils ne déclareront pas la guerre à l'Empire ottoman. Donc, c'est une guerre. Vous savez, dans la Seconde Guerre mondiale, c'était la même chose. L'Union soviétique n'a pas déclaré la guerre au Japon pendant l'essentiel de la guerre du Pacifique. Donc, durant la Première Guerre mondiale, les États-Unis n'ont pas déclaré la guerre à l'Empire ottoman. Ces deux événements essentiels s'inscrivent dans la logique créée par la guerre. Les deux camps ont agi dans une perspective d'affaiblir leurs ennemis en poussant des soulèvements dans leurs empires, ce qui est aussi vieux que l'art de la guerre. Il n'en résultait que le Jihad Menem Germany a été un élément central d'une manœuvre allant de l'Irlande au Bengale et donc peut être considéré posteriori comme le premier mouvement anticolonial organisé à un échelon mondial. De même, la volonté d'affaiblir, voire de détruire l'ennemi a conduit les Alliés à évoquer de plus en plus une indépendance accordée aux peuples dominés d'Europe centrale, comme les Polonais, les Tchèques, accepter les revendications roumaines sur la Transylvanie et serbes sur la Bosnie et la Croatie, au nom de la constitution d'un État rassembleur des Roumains ou des Slaves du Sud, ce qu'on appellera les Yougoslaves. La révolte arabe est la première acceptation d'application du principe des nationalités à un peuple non chrétien, et les Alliés s'accordent aussi sur la possibilité d'une forme étatique arménienne en Anatolie à l'issue du conflit. Il est possible d'estimer qu'en cherchant à saper la constitution de l'autre camp, les empires en guerre travaillent aussi à ruiner le leur. Mais ils sont d'abord motivés par les nécessités de la guerre et envisagent pour l'après-guerre que les peuples ainsi soulevés se trouveraient dans leur zone d'influence ou constitueraient de nouvelles dépendances. Les acteurs sur le terrain se perçoivent même comme des bâtisseurs d'empires, mais sous une forme politique complètement renouvelée. La Grande-Bretagne avait tiré la leçon de la guerre d'indépendance des États-Unis
et des nécessités de la gestion coloniale en mettant en place le système des dominions à partir des années de 1867. Les colonies qui bénéficient du statut de dominions disposent d'une pleine liberté en politique intérieure sous forme de gouvernement représentatif, mais la Grande-Bretagne conserve le contrôle de la politique étrangère. Ce qui fait le ciment des dominions, c'est une commune identité britannique, ce qu'on appelle à l'époque la Britishness. La britanitude, comme dirait quelqu'un peut-être. Cette situation particulière est exprimée donc par ce terme absolument intraduisible en français, qui est celui de self-government. Puisque les dominions sont un self-government, ils appartiennent à l'Empire britannique tout en étant indépendants. Vous voyez, pour les Français, ce n'est pas très cartésien. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, vous ne trouverez pas de bonne traduction française pour self-government. La Société-Nation avait une formule élégante que je trouve qu'on devrait utiliser encore aujourd'hui, qui était traduire self-government par libre gouvernement. Bien entendu, le statut de dominions est réservé à la population blanche d'origine européenne, puisque la liberté ne peut être acquise qu'à la suite d'un long processus de maturation d'institutions libres, et les indigènes de couleur ne sont entrés que depuis peu dans cette voie. De toute façon, il faut d'abord qu'ils obéissent avant qu'ils deviennent libres. Mais il y a un problème, c'est que tant qu'ils obéissent, ils ne sont pas libres. Bien entendu, les nécessités du système colonial ont conduit à une pratique du gouvernement indirect, c'est-à-dire passant par des pouvoirs locaux qui conservent une marge relative d'action. Ça donne une meilleure légitimité au pouvoir colonial qui maintient une politique des égards et diminue les coûts d'administration. C'est l'IoT au Maroc, c'est les principautés indiennes dans le Hajj anglais. La problématique devient alors celle de l'association, mais l'association n'est qu'une autre forme de la domination. L'inconvénient du gouvernement indirect, c'est qu'il passe par des institutions traditionnelles, des sociétés conquises, alors que la modernisation des sociétés est le corollaire du système colonial. C'est-à-dire que le système colonial, en modernisant les sociétés, sape ses fondements, qui est l'usage des institutions traditionnelles. En cette année 1917, troisième de la guerre, l'expression dominante dans les relations internationales est bien que le conflit débouchera inéluctablement sur l'émancipation politique d'un certain nombre de peuples dominés. Pour le président Wilson, la notion de self-government correspond à l'héritage historique des pères fondateurs des États-Unis et à la pratique fédérale des États américains. Mais en faisant la conquête sanglante des Philippines à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, les Américains sont entrés dans une problématique coloniale, affirmant de leur côté que les Philippines ne sont pas encore mûrs pour l'indépendance. Certes, ils peuvent établir des institutions de libre gouvernement, mais là encore, à la méthode anglo-saxonne, à condition que les gens obéissent. Wilson est un démocrate du Sud des États-Unis. Sous son mandat, la ségrégation raciale a été renforcée dans les institutions fédérales. On sait maintenant pourquoi d'ailleurs, c'est parce que c'est le moment où les femmes commencent à entrer dans l'administration. Et donc les Blancs ne veulent pas que les Noirs cohabitent avec les femmes blanches dans les bureaux. Donc sous Wilson, on a diminué la part de Noirs dans l'administration fédérale américaine. C'est donc le sommet de la ségrégation, c'est la présidence de Wilson. Le 2 février 1917, lors de la discussion du cabinet sur la possibilité d'entrer en guerre contre l'Allemagne, Wilson s'est interrogé tout haut sur le danger de voir cette guerre conduire à l'épuisement des races blanches qui pourraient se voir dominées par les races jaunes. Il est bien entendu favorable à l'émancipation des peuples d'Europe centrale, dont bon nombre de représentants ont émigré aux États-Unis et sont des électeurs. Mais dans les premiers mois de la guerre, Wilson n'a pas de doctrine constituée sur ce sujet. Dans la péroraison de son discours au Congrès du 2 avril 1917, donc la déclaration de guerre, il a bien marqué la dimension démocratique qu'il veut donner à l'entrée aux guerres des États-Unis.
C'est un combat pour le droit, pour la démocratie, pour le droit de ceux qui sont soumis à une autorité à se faire entendre de leur gouvernement, pour les droits et les libertés des petites nations, pour la domination, en anglais dominion, universelle du droit, de telle sorte que le concert des peuples libres puisse apporter la paix et la sécurité à toutes les nations et faire enfin un monde libre. La réflexion sur le côté national doit être plutôt cherchée du côté des marxistes, et singulièrement de Lénine. Pour l'exilé en Suisse, la Grande Guerre est une guerre impérialiste dans sa nature même, parce qu'il ne peut pas admettre l'ampleur des passions nationales, qui est un des moteurs essentiels de la guerre. Mais partisan du défaitisme révolutionnaire pour mettre bas la monarchie russe, il est prêt à utiliser l'arme des nationalités dans ce sens. Dans ce texte politique de 1916, Lénine assure que le socialisme victorieux doit nécessairement instaurer une démocratie intégrale et par conséquent non seulement instaurer une égalité totale en droit des nations, mais aussi mettre en application le droit des nations opprimées à disposer d'elles-mêmes, c'est-à-dire le droit à la libre séparation politique. Il ajoute en même temps que seul l'internationalisme prolétarien permettra de dépasser la contradiction entre le droit des nations et la libre union des prolétaires de tous les pays. En ce qui concerne les pays semi-coloniaux, comme la Chine, la Perse, la Turquie et toutes les colonies, Lénine insiste, les socialistes doivent soutenir de la façon la plus résolue les éléments les plus révolutionnaires des mouvements démocratiques bourgeois de libération nationale de ces pays et aider à leur insurrection et, le cas échéant, à la guerre révolutionnaire contre les puissances impérialistes qui les oppriment. Indépendamment du fait que la démocratie intégrale implique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et que la révolte des peuples dominés affaiblira les régimes impérialistes, Lénine considère que l'exploitation coloniale a permis à la bourgeoisie de disposer de moyens économiques supplémentaires qui lui ont permis d'acheter au moins une fraction du prolétariat européen et ainsi d'atténuer la lutte des classes. C'est la théorie léniniste de l'impérialisme, c'est en gros avec l'argent qu'on a pris aux indigènes, on a acheté une partie de la classe ouvrière. Et c'est pour ça qu'elle est plus révolutionnaire. C'est absurde sur le plan économique, mais ça fait partie des Écritures saintes. Son anticolonialisme est ainsi lié à la stratégie révolutionnaire générale. Au fur et à mesure que la révolution russe se déroule, les thèses du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes se propagent contre la volonté du gouvernement provisoire attaché au but de guerre de 1914 et à l'unité territoriale de la Russie. Ce qui promeut l'idée nationale est le mouvement pacifiste, qui accuse les puissances alliées de mener une guerre impérialiste. Pour les franco-britanniques, le discours de la guerre pour la civilisation contre la barbarie germanique ne peut plus suffire. La chute du tsarisme et l'entrée en guerre des États-Unis permettent de présenter la guerre comme celle de la liberté contre l'autoritarisme et le militarisme représenté par l'Allemagne. Il est vrai qu'il y a une différence de situation considérable. Dès 1917, l'Allemagne est dans une quasi-dictature militaire avec Hindenburg et Ludendorff, alors que dans la même période, l'arrivée au pouvoir d'abord de Lloyd George et puis ensuite des Clemenceau marque le triomphe du pouvoir civil sur le pouvoir militaire chez les belligérants de l'Ouest. Donc la différence est tout à fait considérable d'évolution politique interne. Cette problématique nouvelle des nations, se séparant d'ensembles plus vastes et non se regroupant en unités plus grandes, comme dans le principe des nationalités, est ainsi l'une des dimensions politiques essentielles de l'année 17. Elle n'est évidemment pas la seule. L'ampleur des souffrances engendrées par la guerre suscite bien des passions contradictoires. Elle conduit à une résurgence de ce qui était appelé à l'époque la question juive. Évidemment, chez les alliés occidentaux et dans les puissances centrales, les Israélites ont participé activement à la mobilisation humaine de leur pays. Le premier enjeu a été aussi d'utiliser leurs représentants les plus connus ou les militants de leurs institutions collectives
dans une action de propagande à destination des communautés juives des pays neutres. Donc les Français ont formé un comité des Juifs français chargé de faire de la propagande dans les pays neutres, et en particulier aux États-Unis, à destination des Juifs américains. Et les Anglais ont fait la même chose. Le mouvement sioniste lui-même a été paralysé en tant que groupe international, d'autant qu'il était traditionnellement identifié à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne impériale, puisque le siège successif de l'organisation sioniste a d'abord été Vienne, puis Berlin. Les sections nationales ont été engagées au service de leur pays. Très tôt dans la guerre, la France et la Grande-Bretagne ont été conduites à chercher à financer leurs commandes de matériel et de matières premières aux États-Unis auprès des grandes banques de New York, dont un certain nombre étaient d'origine juive. Ces dernières avaient d'ailleurs exigé que les financements fournis ne profitent pas à la Russie tsariste, qui opprimait encore plus les Juifs durant les premières années de guerre. Les puissances centrales apparaissaient ainsi, dans les premières années, comme plus favorables aux intérêts juifs que les puissances de l'Ouest. Dans les territoires pris aux Russes, l'armée allemande affranchissait les Juifs de la législation discriminatoire, et en Palestine, l'Allemagne et l'Autriche protégeaient les Juifs des menaces de déportation envisagées par Jamal Bacha. De ce fait, les Franco-Britanniques s'inquiètent du risque de voir les Juifs américains se montrer pro-allemands et donc se montrent prêts à envisager de se déclarer favorables à certaines demandes sionistes concernant la Palestine, sans qu'il soit question de souveraineté politique. Vous avez tous noté, parce que vous êtes très forts, que nulle part dans la discussion Sykes-Picot, il n'a été question du sionisme. Même si les deux négociateurs ont chacun de leur côté discuté de cette question avec des représentants juifs. Ce qui complique la perception des choses est la division du monde juif sur ces sujets. Le mouvement sioniste est surtout implanté en Europe centrale et orientale. Il est pratiquement absent en France, où l'Alliance israélite universelle et Edmond Rothschild se chargent de la question de Palestine. Et sur le terrain, les activités de l'Alliance et d'Edmond Rothschild sont plus importantes en Palestine que celles de l'organisation sioniste, qui n'est arrivée en Palestine qu'en 1908, alors qu'Edmond Rothschild travaille depuis 1883 en Palestine. En Grande-Bretagne, il existe bien une fédération sioniste présidée par un Lord Rothschild, qui regroupe surtout des immigrés d'Europe orientale, mais la majorité du judaïsme émancipé, ou dit émancipé, refuse l'aspect politique du sionisme, tout en étant prêt à accorder une aide à la présence matérielle juive en Palestine. Une petite minorité est farouchement antisioniste, mais la question essentielle est celle de la notion de peuple juif. Si cette notion est acceptée dans son sens politique, elle risque de provoquer l'accusation de double allégeance et de remettre en cause l'émancipation en faisant des Juifs de nouveau des étrangers dans leur propre pays. D'ailleurs, le sionisme a été plutôt bien accueilli dans les milieux antisémites parce qu'il se prêtait à des interprétations de ce genre. Alors, il faut rappeler que Herzl avait fréquenté Drummond et Léon Daudet lors de son passage à Paris. L'autre argument des antisionistes est que la réussite du sionisme passe inévitablement par l'octroi de privilèges considérables aux Juifs de Palestine, qui bénéficieraient ainsi d'une discrimination forte en leur faveur, ce qui rendrait impossible de s'opposer à des mesures discriminatoires qui seraient prises en Europe centrale contre les Juifs à l'issue de la guerre. L'arrivée de Lloyd George au pouvoir, comme Premier ministre, est suivie par la désignation de Lord Balfour comme secrétaire d'État au Foreign Office. Les deux hommes sont décidés à remettre au moins partiellement en cause l'accord franco-britannique, d'où le fait qu'ils commencent à utiliser l'expression Sykes-Picot pour en diminuer l'importance. L'objectif minimal de mettre fin au statut international envisagé pour la Palestine. Et comme d'habitude, c'est Sykes qui est à la manœuvre, à un moment où la révolution russe
dont les détails sont très mal connus, est soupçonné de se trouver sous l'influence occulte des révolutionnaires juifs. En quelque sorte, la perception britannique est de voir dans le judaïsme un dangereux internationalisme mélangé de celui des banquiers juifs de Wall Street et de celui des juifs révolutionnaires russes. Le sionisme en tant que nationalisme pourrait ainsi servir d'antidote à cet internationalisme pernicieux. Sykes, comme l'essentiel de la classe politique de son pays, partage ce type de préjugés. La grande intelligence de celui qui va devenir son interlocuteur, Chaim Weizmann, 1874-1952, est de jouer sur les préjugés et les intérêts supposés des décideurs britanniques. Weizmann est un alchimiste originaire de l'Empire russe et naturalisé britannique. Il est l'animateur de la Fédération sioniste britannique et travaille inlassablement à s'introduire dans les milieux dirigeants. Sykes le rencontre à la fin janvier 1917 et est intéressé par son refus de tout condominium allié sur la Palestine. Les responsables sionistes soutiennent devant lui une souveraineté britannique exclusive contre l'acceptation de la revendication sioniste. Sykes, qui a l'imagination fertile, envisage dans le nouveau contexte une sorte de printemps des peuples orientaux, arabes, juifs, arméniens, qui coopéreraient harmonieusement sous une tutelle alliée qui serait surtout britannique. Plus concrètement, son ambition première est de mettre fin à l'internationalisation de la Palestine en utilisant à cette fin le sionisme. En tout cas, les Français se montrent favorables à un établissement, en français, entre guillemets, juif en Palestine, dans le but de s'assurer les sympathies des Juifs américains. En avril 1917, Lloyd George et Balfour rencontrent Weizmann et voient dans le sionisme le moyen d'obtenir la Palestine. Le chimiste a été informé du contenu de l'accord franco-britannique et le combat en utilisant l'argument que les Français ne s'appuient que sur les Levantins qui n'ont qu'un vernis de civilisation européenne. Il pousse un agrandissement territorial de la Palestine vers le nord, évoquant le risque d'un irrédentisme juif sur la Galilée et le lac de Tibériade. Informés du contenu de ces discussions, les défenseurs de l'assimilation juive tentent de s'y opposer. Ils acceptent une présence humaine et culturelle juive en Palestine, mais non la constitution d'identité politique. Ils refusent l'idée d'une nation juive qui ne pourra être définie qu'à partir de référents religieux. Le projet sioniste implique pour être réalisé des privilèges spécifiques, ce qui est contraire à l'égalité des droits. Weizmann réussit à battre les assimilationnistes à l'intérieur des institutions juives britanniques et affirme que le sioniste est le meilleur moyen d'attirer les faveurs des juifs russes qui jouent un rôle essentiel dans la révolution en cours et qui risquent de basculer du côté de l'Allemagne. Durant l'été 1917, les responsables sionistes échangent avec les autorités britanniques des projets de déclaration. Ces dernières veulent avoir le texte le moins contraignant possible. Sykes a maintenant défini la stratégie britannique pour les années à venir, utiliser l'arme des nationalités pour saper la présence française au Levant. Pendant ce temps, Allenby prépare la troisième bataille de Gaza. Jérusalem ne tombe que le 8 décembre 1917.